Je vais parler comme ça parce que vraiment c'est trop gênant sur le dos de la tête. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Ça marche. Je dois pas essayer pour porter un diadème. Bon, à nouveau, merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Voilà. Peut-être monter le son. On revient aux bases. J'ai parlé d'une partie. Là, ça marche. Donc, à nouveau, merci de m'avoir invité à venir au Maroc éternel. Mais j'ai appris que bientôt on allait rejoindre la Tunisie et sœurs, puis on a déménagé, et enfin, j'espère un jour, on ira à Dakar. Parce que j'étais très impressionné par la qualité de la présentation. Et je dois dire que quand on est français, après on se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire face à tout ça? Puisqu'on a quand même l'impression de vivre dans un pays extrêmement bien doté, mais on se plaint quand même, hein. Très important. On aime bien le jeu. Bon, donc je dois vous parler de la dialyse péritonéale dans le parcours patient, et surtout je vais essayer de parler de la transition. Alors, juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit où je travaille, c'est en Normandie, c'est à Caen. Donc c'est un endroit où il pleut beaucoup. Oui, triste. Et ça c'est notre centre, ouvert, c'est une couleur locale. L'équipe médicale et puis l'équipe d'infirmières, très active, donc en même temps elles sont très belles. Alors, on ne peut pas parler de dialyse sans à nouveau se rappeler un truc, c'est que il y a de grandes disparités dans l'utilisation de cette méthode de traitement entre les pays. Alors bien sûr, on va dire oui, mais rien à voir entre le Malawi et la France. Mais si on fait des groupes de pays à peu près similaires en termes de développement économique, on va retrouver cette grande disparité. À l'intérieur de la France, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a des énormes différences dans le taux d'utilisation de cette méthode de traitement entre les différentes régions françaises. Alors, je crois qu'en France, on a une espèce de doctrine qui dit liberté, égalité, fraternité. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans l'égalité. À tel point que même si on regarde à l'intérieur d'une région comme la nôtre où on fait beaucoup de dialyse péritonéale, vous allez trouver un centre où il y a 21% de patients prévalents traités par l'ADP, et puis à 100 km de là, on a un centre qui a 6% de patients traités par l'ADP. Donc où est l'égalité dans un pays qui se veut égalitaire, je ne sais pas. Pourquoi tout ça? Il y a plein de problèmes en fait. Il y a des problèmes au niveau des systèmes de santé, il y a des problèmes au niveau des régions, des effets leadership, il y a des problèmes au niveau des centres, organisation des centres, politique des centres. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens ou est-ce qu'on considère que c'est une méthode de seconde zone pour un citoyen de seconde classe, donc on ne va pas trop l'utiliser? Et puis, il y a des facteurs individuels. Et dans les facteurs individuels et les facteurs patients, il n'y a pas que les facteurs patients, il y a les facteurs docteurs, les facteurs infirmières. Tout ça pour dire que le choix de la dialyse, la modalité de dialyse, est vraiment très influencée par de multiples facteurs et qu'on est loin d'une situation idéale. Alors, quand j'étais interne, il y a quelques années, j'avais appris, enfin on m'a appris, que la dialyse péritonéale, ça devait être un traitement de première intention des maladies chroniques ou stade terminal, et que tout ça c'était très bien, mais qu'il fallait être capable de sortir de la dialyse péritonéale d'une façon optimale quand la méthode devait s'arrêter. Alors on dit traditionnellement qu'il y a des bonnes indications de la dialyse péritonéale,
le patient qui a un temps de greffe, le sujet âgé qui est fragile, le patient qui a des problèmes d'abord vasculaires, une intolérance hémodynamique de la dialyse, puis celui aussi qui fait le choix d'être traité par cette thérapie. Tout ça, ça s'intègre dans le cadre d'un parcours où on va avoir une maladie rénale chronique. On est censé recevoir un traitement conservateur. Vous savez qu'on utilise le mot traitement conservateur pour parler de soins palliatifs. Si c'était un traitement conservateur, j'aurais commencé à le prendre. Donc, traitement préservateur, pour essayer d'arrêter le plus tard possible, jusqu'au traitement de suppléance, avec la dialyse en structure ou à domicile, ou mieux, la greffe, avec un donneur décédé ou un donneur vivant. Et puis on considère maintenant qu'un patient qui est atteint d'une maladie rénale chronique avec une insuffisance rénale va pouvoir voyager au cours de toute sa existence entre la transplantation, la dialyse en centre, la dialyse à domicile, et puis le traitement palliatif. Tout ça, c'est une sorte de concept global. Il y a un truc qu'il faut bien se rappeler finalement quand on fait de l'ADP, c'est que l'ADP, ça reste une méthode transitoire dans le parcours patient, puisque un patient qui va être traité par la dialyse péritonéale va remonter ses dans la méthode, soit plus heureusement va recevoir une transplantation rénale, et puis sinon il va être transféré en hémodialyse un jour. Donc ne pas de patient qui puisse passer toute sa vie et des 40 ans en dialyse péritonéale. Donc finalement, quand on prend en charge un patient en ADP, on doit tout de suite envisager la sortie de l'ADP avec les 3 modalités possibles. Et parmi cette modalité, il faut se dire, peut-être ce patient va devoir passer par l'hémodialyse. En fait, c'est ça la transition. C'est faire en sorte que si le patient doit changer de traitement, ce soit un changement de traitement. Et qu'on puisse abandonner un jour ce terme de échec. Technique failure. Non, échec de traitement. Non, c'est on change de traitement. D'accord ? Alors, ce transfert en hémodialyse, c'est un problème qui est très important, puisque vous voyez qu'en France, c'est pas en Afrique, mais en tout cas en France, il y a à peu près un tiers des patients qui vont arrêter la dialyse péritonéale au bout de... un petit rhume dans l'avion. Au bout de 4 ans de traitement. Donc c'est énorme. Et puis vous avez les patients qui vont décéder, ceux qui vont recevoir la transplantation. Donc finalement, nous, ça va être de dire quel est le patient qui va devoir être traité par la DP, par les dialyses. Donc on va avoir 2 grands types de transferts, ceux qui sont précoces, ceux qui sont tardifs. Les patients vont tout de suite passer de la DP vers l'hémo parce que ça ne marche pas. Et puis celui qui va passer un certain temps en DP, et à un moment il faudra faire ce changement de thérapie. Et dans ces transferts, il y aura ceux qu'on va pouvoir prévoir. Là on va organiser la transition. Ce ne sera plus des transferts, ce sera des transitions, des changements de traitement. Et puis ceux qui sont non prévisibles, et là je crois que oui, on pourra parler d'échec, puisque ça se passe souvent dans des contextes d'urgence où il n'était pas bien organisé. En tout cas, le transfert préventif en hémodialyse n'est actuellement pas recommandé, même si actuellement l'ISPD nous dit qu'il faut surveiller la fonction de la membrane péritonéale et plus particulièrement la conductance osmotique du glucose pour dépister la fibrose qui peut conduire à la péritonite encapsulante, et là ça peut être une indication de transfert préventif lorsqu'on voit que la fibrose péritonéale devient trop importante. Donc clairement, on est confronté à ce problème de transfert. Il faut qu'on l'améliore. Alors comment faire pour améliorer le transfert en hémodialyse ? Déjà, la première chose à faire, c'est de connaître les indications de transfert. Alors vous allez me dire, c'est très facile, tout le monde sait ça. Mais je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit pour, voilà, est-ce que tu penses qu'il faut faire passer ce malade en hémodialyse ? Alors, ces indications de
de transfert, en fait, elles ont été précisées il y a bien longtemps, puisqu'en 2007, il y avait un gros travail fait par la HAS, en France, pour préciser les indications, non-indications, puis aussi quand est-ce qu'il fallait transférer les dons. Alors, quelles sont ces recommandations françaises? On nous dit qu'il faut transférer un patient en hémodialyse lorsque la dialyse péritonéale devient insuffisante, lorsqu'il y a des récidives de péritonite, complications pariétales non traitables, de dysfonction de cathéter non traitables, complications métaboliques de LGP, puis des causes diverses. Alors la dose d'épuration, là on va se dire c'est très très facile, il suffit de regarder les guidelines internationaux. Alors on va nous dire, voilà, la dose de dialyse c'est un catéchurie total de 1,7 ou 1,5 selon les pays. Donc c'est très simple. Donc il n'y a qu'à faire ça. Là, ça serait réduire l'individu à une valeur unique biologique. Un peu dans un univers multidimensionnel, un peu réducteur. Ça pose problème puisque finalement on sait bien maintenant définir la dose de dialyse par la clairance des petites molécules, c'est une erreur. En plus, la clairance des petites molécules en DPA ou en DPCA, c'est pas du tout la même chose. Et que on ne peut pas additionner la clairance rénale et la clairance péritonéale. C'est pas du tout équivalent. Donc, vous allez avoir des patients qui ont un authentique syndrome urémique malgré un très bon KT sur V, des patients qui vont bien malgré un mauvais KT sur V. Donc, clairement, il faut dire que le KT sur V est pris tout seul, pas une bonne indication de transfert. Peut-être que la clairance du sodium, c'est le meilleur marqueur, encore qu'il n'y a pas de recommandation officielle, puisqu'on sait bien qu'il y a une relation entre la clairance du sodium en DP et le risque de mortalité, et entre l'ultrafiltration et le risque de mortalité. Peut-être c'est un meilleur indicateur, finalement, cette espèce de surcharge hydrosodée, on ne s'en tire pas, elle est très hypertendue, stocke du sodium. Peut-être mieux que le catéchore. Qu'est-ce qu'il y a des péritonites? Alors, en théorie, c'est plus de 3 péritonites empiriques. C'est une récidive de péritonite malgré des changements de cathéter. C'est des péritonites multiples sans explication, des péritonites fondées. Ce qui est certain, c'est que les péritonites réfractaires et les péritonites à rechute, qui sont liés à un biofilm, ne sont pas une indication de transfert définitif en hémodialyse. Les complications métaboliques, des patients qui prennent beaucoup de poids en hémodialyse. Ça peut même menacer leur accès à la graphe. Donc, un gain de poids excessif. Alors, il avait été dit 15% sur un an. Je ne sais pas si pour retenir ce chiffre de 15%. Un patient qui devient franchement obèse en DP, on peut se poser des questions. Parfois, du fait de l'apport glucidique, on a des patients qui développent des hypertriglycéridémies majeures, et puis des patients qui ont une malnutrition sans explication. Mais là, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai jamais vu un malade dénutri passer en hémodialyse et se remonter. Souvent, il y a quelque chose en dessous. Alors, comment on va faire pour essayer d'améliorer ce transfert en hémodialyse auquel on est confronté finalement dans le parcours patient? Un patient sur 3 ou un patient sur 4, il va falloir qu'on passe en hémodialyse. C'est comme ça. Alors en France, c'est toute une idée de se dire peut-être qu'on pourrait transférer ce patient du domicile vers le domicile, puisque finalement, l'idée initiale, c'était de traiter à la maison. Alors, ça, c'est un concept qui est assez ancien, puisque vous voyez que début des années 2000, on avait déjà proposé de faire une transition du domicile vers le domicile. Donc ça fait beau, un concept qui est très séduisant, mais si on veut faire ça, il faut que le transfert soit graduel, il faut que ça soit vraiment une transition. Il ne faut pas que ça soit un transfert, il faut que ce soit un changement de train. Donc on s'était posé la question il y a quelques années sur ce transfert. Est-ce que le passage de la DP vers l'eau, c'est vraiment une transition, ou c'est autre chose? Par transition, on entend quelque chose qui se passe de façon assez douce. Autour du transfert, M-3, le temps de faire la fistule, M+2, le temps de former le patient. Vous avez défini donc
une période de transition autour du passage d'une méthode à l'autre. On avait regardé ce qui se passait dans la vie réelle, parmi les patients. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est pas bon du tout. Hein. La majorité des patients à cette époque-là qui ont transféré de la DP vers l'hémodialyse, ça se faisait en urgence. Ça se faisait en urgence, sur un cathéter, et que pratiquement tous les patients étaient hospitalisés pendant le transfert. Et que, à l'issue de 2 mois, tous les patients étaient traités en hémodialyse ensemble. Donc cette idée de on va essayer de favoriser la dialyse en autodialyse ou la dialyse à domicile chez les patients qui sortent de la DP, c'est absolument pas réel dans la vie quotidienne. Et surtout, vous voyez que la majorité de nos patients, c'est un problème majeur, étaient transférés sur un cathéter. Utilisé ou pas, mais sur un cathéter. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas anticipé. Donc comment faire pour améliorer le transfert? On a déjà à se dire que ce n'est pas un transfert. C'est une période de transition. C'est-à-dire qu'on doit envisager à l'avance la création d'un abord vasculaire, commencer à l'avance l'éducation, l'information du patient sur vous pouvez continuer à domicile. On fait le transfert et puis après il faut peut-être l'aider un petit peu, l'assister un petit peu le temps que le transfert soit fait. Alors donc ça, comment améliorer le transfert? Ça passe bien évidemment par la création d'un abord vasculaire. Alors on pourrait se dire, faisons un abord vasculaire chez tout malade qui en rentre en DP, comme ça on sera tranquille. Ça coûtera un petit peu cher sur le coup, mais au moins on pourra le transférer facilement. Sauf que ça a déjà été imaginé dans les années 90 et que c'est pas du tout recommandé parce qu'en fait il y a une proportion importante de patients qui n'avaient pas besoin de cette fistule. Soit décédés, soit étaient transplantés, soit restant détruits. Donc clairement, faire une fistule à tout le monde, ça n'est pas une chose. Donc comment faire? Il faut essayer d'identifier des patients à risque de transfert précoce. Ceux-là, s'ils sont à risque de transfert précoce, on va dire qu'il ne faut peut-être pas leur faire une fistule dès qu'ils démarrent la DP, mais il faut leur faire une fistule rapide. Les 6 premiers mois, il faut faire une fistule. Alors on avait regardé, c'est qui ces patients qui ont un risque d'échec précoce de la DP, qui transfèrent rapidement dans les 6 premiers mois, ils attaquent la DP, puis dans les 6 premiers mois, ça ne marche pas, ou il y a des problèmes, et on est obligé de changer de traitement et de passer en développement. Ce qu'on avait retrouvé, c'est que finalement, les principaux facteurs qui étaient associés à ça, c'était l'échec de greffe, et c'était les patients qui avaient d'abord débuté en hémodialyse, puis avaient été DADP, et puis après retourné en hémodialyse. Vraiment des patients qui n'étaient pas éduqués. Ils avaient débuté l'hémodialyse en urgence, après on leur avait fait de DADP, donc au bout d'un certain temps, de retourner en hémodialyse, peut-être pour des tas de raisons dont on parlera en début d'après-midi. Donc on avait retrouvé tous ces facteurs associés au transfert précoce. Ce qui fait que maintenant, ce qu'on se dit, c'est que pour tout patient qui débute l'ADP après un échec de greffe, ou chez tout patient qui débute l'ADP dans un contexte un petit peu d'urgence, avec un petit passage en hémodialyse préalable, ou qui fait une péritonite précoce, parce qu'on avait aussi remarqué ça, on envisage une création rapide d'un abord vasculaire. Je ne dis pas que c'est parfait, il y a certains patients qui refusent. En tout cas, on se pose toujours la question, et ça particulièrement pour les patients d'échec de greffe. Bon, c'est bien de vouloir améliorer le transfert précoce, mais il faut aussi savoir que là, à nouveau, il y a beaucoup de facteurs qui dépendent de la pratique. Je vous ai mis ces 2 papiers sur lesquels on a travaillé qui montrent qu'il y a un gros effet centre dans la solidarité. Gros effet centre, c'est un effet expérience. C'est qu'il y a beaucoup de centres qui transfèrent parce que péritonite, allez hop, hémodialyse, ça sera plus facile. Le cathéter ne marche pas, bon bah, il y a l'hémodialyse, c'est quand même meilleur.
C'est vrai qu'il y a très peu de contre-indications à l'hémodialyse. On peut traiter tout le monde par l'hémodialyse. Donc c'est la solution de facilité. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne pense pas. Donc comme tout le monde fait un peu à sa sauce, on va dire, comme on dit en France, il faut en fait essayer de se replonger sur les évidences, revoir les guidelines, et bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait appliquer les recommandations d'une façon psychorigide dans chaque centre. Il faut toujours lire les recommandations internationales ou nationales avec intelligence et de se dire, ok, on me dit de faire ça, dans quelle mesure je peux l'appliquer dans mon centre et comment je vais faire pour l'appliquer dans mon centre. Et puis évidemment, la solution c'est aussi les échanges, discuter avec les collègues, qu'est-ce que tu ferais, est-ce que vraiment il faut transférer ça? Ça améliorera certainement les transferts individuels. On a parlé des échecs précoces. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des échecs tardifs qui se traduisent par un transfert en hémodialyse? Donc il faut identifier les bons candidats pour un transfert en hémodialyse. Alors comment on va le faire? En fait, le risque de transfert tardif il dépend de la probabilité de recevoir une transplantation rénale. Si vous êtes greffé, vous ne serez pas transféré en hémodialyse. Donc si votre probabilité de greffe est importante, pas la peine de vous embêter avec des histoires de transfert. Et ça dépend aussi de la probabilité de décès. Clairement, si vous avez beaucoup de comorbidités, si vous êtes âgé, vous allez décéder en bébé. Ça la peine de vous préparer à l'hémodialyse. Votre probabilité de décès est très importante. Alors pourquoi on avait décidé de travailler là-dessus? En fait, quand on s'était intéressé à la dialyse péritonéale chez le sujet âgé, on avait remarqué que plus le patient avait des comorbidités, plus il avait des problèmes de santé, moins il était transféré en hémodialyse. Pourquoi? Parce qu'il meurt en dialyse péritonéale, mais aussi parce que le néphrologue se dit, non, avec tous les problèmes qu'il a, je ne vais quand même pas le transférer en hémodialyse. Je le laisse en début. Donc c'est quand même un élément important dans la décision médicale, et on vit tout ça, hein. Il y a des moments où on dit non, on va pas faire ça, tant pis, c'est pas parfait, mais on continue comme ça. Donc ça c'était notre première observation, finalement, plus on est vieux, plus on a des gros problèmes, plus on va rester en BP, très probablement pour des bonnes raisons, même si la dose de dialyse n'est pas parfaite. Le deuxième truc qu'on avait observé, c'est que, et ça c'est un peu évident, c'est que quand on est inscrit rapidement sur la liste d'attente, on est greffé rapidement. Si on est greffé rapidement, on n'est pas transféré en hémodialyse, on sort par la transplantation. Donc c'était à partir de cette idée, on s'était dit, on essayait de regarder si un arbre décisionnel, et c'est des cliniciens, peut être construit. Et ce que l'on avait fait, c'est qu'on s'était dit, essayons de raisonner par rapport à la probabilité de transplantation. Imaginons que vous avez un patient qui est transplantable. Donc là, il y a deux possibilités. Il va être inscrit rapidement sur la liste d'attente. Donc là, il va sortir de la BP par la transplantation rénale. Donc pas besoin de faire une fissure. Deuxième possibilité, il est inscrit plutôt tardivement, parce qu'il faut faire des examens, il faut montrer des trucs, etc. Donc lui, il n'a pas de problème de santé, il ne va pas sortir par la greffe, il y a un risque de sortie par l'hémodialyse, et il aura sa greffe une fois qu'il sera en hémodialyse. Donc pour ce patient, ça peut être valable de faire une fissure. Imaginons maintenant que vous avez un patient qui n'est pas du tout transplantable, parce qu'il a trop de problèmes. Alors à ce moment-là, souvent, les contre-indications à la greffe sont liées aux comorbidités, et donc vous avez deux niveaux de comorbidité. Le patient qui a beaucoup de comorbidités, lui, sa probabilité de décès est très importante, il va décéder en dialyse péritonéale, pas besoin de s'embêter avec une fissure. A l'inverse, s'il est trop malade pour être greffé, mais c'est pas encore trop grave, ben là, il va survivre en BP. Et à un moment, on va se poser la question du transfert en hémodialyse qu'il faudra préparer avec la création d'un abord vasculaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire. On ne peut pas vous assonner mon arbre décisionnel français. Hein. Je ne sais pas si ça s'applique très bien dans d'autres pays. Mais en tout cas, on avait calculé tout ça. Et on avait regardé que, effectivement, si un patient avait été
transplantable et qu'il a été inscrit plus de 3 mois après le début de la dialyse, et il avait fait plus d'une chance sur 2 d'être transféré en hémodialyse, versus 16%. Donc ça valait le coup de discuter un abord vasculaire. Si un patient n'est pas transplantable, on regarde son score de Charlson. Si le score de Charlson est supérieur à 4, ben, il y a un risque très important de décès, 53%. Son risque de transfert en hémodialyse, c'est plus que 23%. Donc il a 80% de chance de rester en DP et 50% de chance de décéder en DP. Là, la création d'un abord vasculaire est très discutable dans cette situation. Donc voilà, je voulais juste vous dire que finalement, c'est pas grave de changer de traitement. On le fait tous les jours. On prend un Doliprane, ça ne marche pas, je vais prendre un ibuprofène. Mais on le fait tranquillement. Donc l'objectif, c'est pas de se dire oh, je suis en échec, c'est améliorer le passage d'une méthode à l'autre pour ne plus parler d'échec et de transition thérapeutique. Et en réalité, on va répondre au concept de prise en charge intégrée optimisée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et la gratuite.